Bonjour à tous. Je vais vous présenter en compagnie de Jean Périssin et de Dorothée Sicouk un atelier qui porte sur les retombées économiques locales d'un festival. Étude de cas. Donc, l'étude de cas sera celle du Cabaret Vert, qui est un festival à Charleville-Mézières. Voilà. Jean Périssin est directeur administratif de l'association FLAP, qui organise le festival du Cabaret Vert. Et Dorothée Sicouk, qui est responsable de l'Observatoire économique de la CCI de la région Champagne-Ardenne. D'abord, je vais vous demander de présenter vos deux structures respectives. Et vous allez m'expliquer aussi de quelle manière est né le partenariat, dans quel contexte est né le partenariat entre les deux structures qui est plutôt atypique. À moi l'honneur. Vous expliquez le partenariat. Il faut déjà démarrer par l'explication sur l'observatoire économique. Mon métier, c'est l'observation économique et plus particulièrement les études économiques et les études de marché. On a commencé en 2010, nous, à s'intéresser de près au Festival Cabaret Vert. Ce n'est pas une initiative de ma part, c'est surtout une initiative de l'association FLAP. Et lorsqu'ils nous ont saisis, il y a eu au niveau de notre président, puisque nous sommes gérés par des élus qui sont représentants du monde professionnel et du monde économique, notre président a de suite acquiescé pour réaliser cette étude, puisqu'il était lui-même partenaire du Cabaret Vert et un des financeurs privés. Donc bonjour. Pour brièvement présenter le Cabaret Vert, c'est un festival géré par une association, l'association FLAP. C'est un événement qui va fêter sa 10e édition cette année. C'était donc un festival qui, dès ses origines, dès sa réflexion, a voulu vraiment proposer un événement ancré vraiment autour du développement durable. Dans un premier temps, d'abord autour de la gestion des déchets et de notions assez environnementales. Puis au fur et à mesure des éditions, du succès, aujourd'hui c'est un festival qui rassemble 75 000 spectateurs, on en est venu plutôt à aborder d'autres thématiques liées forcément au développement durable et notamment la dimension économique du festival. Je tiens juste à rappeler que dès vraiment l'écriture du projet, dès la mise en place du festival, il était important pour nous de positionner un événement culturel dans le territoire des Ardennes comme un élément moteur du développement économique local. Donc c'était pour nous très important au bout d'un moment de pouvoir expertiser un petit peu ces valeurs qu'on défendait, qu'on affichait, et de pouvoir travailler en toute objectivité et de façon presque contradictoire avec un partenaire ou sinon un expert sur cette problématique-là. Donc on s'est rapproché en 2010, au bout de 5 éditions du festival, de la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes pour leur demander leur soutien, leur aide, leur savoir-faire sur justement la capacité d'un événement comme le Cabaret Vert sur les Ardennes à pouvoir mobiliser le secteur économique local. Je tiens juste à rappeler aussi, Dorothée l'a pas dit, mais la CCI des Ardennes avait déjà mis en place ce genre d'études avant le Cabaret Vert avec le Festival mondial des marionnettes. On a la chance d'avoir à Charleville-Mézières un festival international autour de la marionnette. Donc il s'était déjà positionné aussi un petit peu sur ce champ-là. Donc ça semblait pour nous assez pertinent de les interroger et les associer à la réflexion sur ce domaine-là. Donc c'est le festival qui s'est rapproché de la CCI. Et donc qu'est-ce qui s'est passé en 2010 ? Il y a eu une première enquête auprès des... En 2010, il y a déjà eu déjà la rédaction d'un cahier des charges, puisque vous ne pouvez pas partir sur le domaine des enquêtes sans au préalable être en commun accord avec votre partenaire. Donc on a bien sûr rédigé un cahier des charges. Donc dans le cahier des charges, vous mentionnez notamment, bien évidemment, le nombre d'enquêtes, mais aussi l'analyse que vous allez en faire. Et parallèlement à ça, nous avons conventionné, donc les deux structures ont conventionné, de façon à ce qu'il puisse y avoir un acte, j'allais dire, gagnant-gagnant, en tout cas gracieux pour nous, mais quand même gagnant-gagnant, c'est-à-dire que FLAP avait la possibilité d'évoquer les résultats de l'étude, et de la même façon, nous, en tant que CCI, nous pouvions également évoquer les résultats de l'étude, notamment sur l'aspect économique.
et sur l'aspect des retombées pour l'hôtellerie, la restauration ou encore pour les activités commerciales. Ce qui était intéressant surtout, c'était pour nous qui étions vraiment plutôt sur le terrain, plutôt vraiment dans la mise en œuvre de l'événement, de pouvoir partager avec Dorothée, mais aussi ses collègues, parce qu'elle n'est pas toute seule, de pouvoir à un moment donné adapter aussi un peu nos langages. Cette étude, on l'a fait, je vous disais tout à l'heure, pour essayer nous d'expertiser, un petit peu de valoriser nos démarches, nos valeurs, mais aussi ça nous permettait aussi quelque part d'avoir aussi une nouvelle carte d'entrée auprès de nos partenaires publics et privés. Donc ça nous a permis aussi un petit peu d'adopter un autre langage, d'être dans des codes, aussi de travailler sur de la méthodologie. C'était assez utile pour nous de travailler avec Dorothée là-dessus et essayer un petit peu aussi d'adapter ce canevas d'une étude de retombées économiques par rapport à un événement culturel, parce qu'on était aussi, il n'y avait pas que les retombées économiques locales qui nous intéressaient un petit peu d'expertiser. On voulait aussi travailler un peu sur la communication, sur comment est-ce que le festivalier percevait l'événement, quelles étaient ses motivations, ses décisions, enfin voilà, pourquoi il venait chez nous, quoi. Donc on a travaillé d'un accord vraiment, c'était vraiment réciproque, il y a vraiment eu des échanges. La première étude en 2010, on l'a un peu décidé au dernier moment, quasiment, hein. C'était pendant l'été, au mois de juillet. Nous, l'événement a lieu fin août. Donc c'est vrai que ça a été une année un petit peu test. Et on s'était quand même dit à la fin, à la restitution en novembre, qu'il fallait se revoir 3-4 années plus tard pour étudier un petit peu la progression, quoi. Donc vous parliez de la méthodologie. Est-ce que vous êtes parti de quelque chose, d'une méthodologie qui existait déjà en termes d'évaluation d'impact socio-économique, ou vous avez inventé Alors, la méthode, elle est prouvée. Alors, il y a peut-être des connaisseurs ici. On a une structure qui s'appelle Atout France aujourd'hui au niveau national, qui notamment, enfin pour ceux qui connaissent, classe aujourd'hui les établissements hôteliers selon la norme européenne et mondiale. Mais Atout France a pris surtout le parti d'embaucher un certain nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, ainsi que leurs étudiants, bien entendu, étudiants-chercheurs, pour travailler sur cette méthode. Donc aujourd'hui, on s'est fortement imprégné, bien entendu, de la méthode d'Atout France, mais surtout, quand on a démarré, par exemple, sur le Festival des marionnettes, on a initié une démarche. La démarche, quelle est-elle ? C'est de savoir quelle est la nature des dépenses des locaux. Alors, les locaux qui, très souvent, dorment chez eux et se restaurent en majorité chez eux. Certes, ils consomment souvent moins que des non-ardennais. Ceci dit, il fallait aussi exploiter la donnée qui concerne la durée du séjour, donc le mode d'hébergement, la restauration, la durée du séjour, la dépense aussi, et la notion de groupe est là très très importante, donc c'est là-dessus aussi qu'on a travaillé, puisque pourquoi vous posez la question de la notion de groupe ? Oui, mais sauf que 2 personnes qui prennent une chambre d'hôtel, c'est pas comme un groupe de 10 personnes qui va prendre par exemple un gîte. Donc on est bien sur la notion de groupe, et après vous pouvez ramener ça à une dépense moyenne par personne. D'accord ? Voilà pourquoi on travaille la notion de groupe, et on travaille également la notion des familles, la notion de le fait d'avoir ou pas des enfants. Et on a pu constater entre les 2 études, par exemple, qu'il y avait davantage de familles qu'il y a 3 ans. Voilà donc vous avez fait une première enquête en 2010, oui. Une seconde en 2013. Donc c'était un petit peu pour constater les évolutions entre ces 2 moments. Quels sont justement les principaux résultats de cette dernière enquête en 2013 ? Quelles sont les principales évolutions en termes de fréquentation du festival, de public, d'impact socio-économique ? Alors, sur la fréquentation, Jean l'a rappelé, on a quand même presque doublé le nombre de festivaliers entre les 2 enquêtes, donc ça rendait quand même nécessaire de réaliser une seconde étude. Ce qu'on a pu aussi observer, c'est que le festival vieillit avec ses festivaliers, ou l'inverse, les festivaliers vieillissent avec le festival, c'est-à-dire qu'on avait une moyenne d'âge de 26 ans, qui n'est pas très élevée. Si vous prenez un consommateur lambda qui se promène en centre-ville, la moyenne d'âge c'est 33 ans. Donc on a une moyenne d'âge qui est quand même assez adaptée à un festival de rock, sauf que 3 ans plus tard, la moyenne d'âge est déjà de 28 ans. Et lorsque vous regardez les catégories socio-professionnelles, vous vous apercevez que vous avez nettement moins d'étudiants et que le nombre d'actifs, en revanche, est en train de progresser. Et c'est sur cette tranche-là
que nous avons beaucoup travaillé, puisque les actifs ont des revenus, et davantage de revenus qu'un étudiant, certes. Et donc, on s'est rendu compte que les retombées économiques étaient un peu plus élevées qu'il y a 3 ans, parce que vous avez cette tranche d'actifs, et vous avez aussi une durée moyenne du séjour qui a augmenté. Donc là, je te laisse prendre la parole sur la durée. Oui, parce que entre 2010 et 2013, il y a eu un changement assez notable pour le festival, c'est qu'on est passé d'un festival de 3 jours à 4 jours, donc ce qui explique aussi quand même en grande partie l'augmentation de la fréquentation entre ces 2 éditions-là. Donc c'est aussi pour ça que nous on voulait réactualiser ces données, parce que le format du festival avait quand même nettement évolué. Donc voilà, je pense que sur l'augmentation, on a un peu vraiment, on a voulu vraiment se centraliser, comme l'expliquait Dorothée, sur cette tranche d'âge. On a quand même aussi du coup une fidélisation du public qui est assez importante, puisque je crois que c'est 4 en moyenne. En moyenne, ils sont déjà venus 4 fois au festival Cabaret Vert, non compris la fois où ils y sont. Donc on est sur une moyenne quand même de 5 fois, si on comprend l'année 2013. Ce qui est énorme en termes de fidélisation. Si je compare avec le Festival des marionnettes, on est à 3 fois. Donc on a quand même une fidélisation qui est forte. Et aussi, vous constatez qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent de l'extérieur du festival. Est-ce que vous, en tant que festival, ça vous permet de mieux cibler certains publics en termes de communication derrière ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ouais, c'était un enjeu, notamment sur l'étude de 2013, de pouvoir un petit peu maintenant jauger un petit peu notre politique en matière de communication. Entre 2010 et 2013, on a vraiment essayé d'accentuer notre communication sur l'événement, sur la Belgique. On est un festival qui n'est pas très loin de la Belgique, à 20 km, on est plutôt transfrontalier, et également sur l'île de France. Et on constate, ça prouve que l'équipe com a bien travaillé, que entre 2010 et 2013, la fréquentation public belge ou en provenance d'Île de France a très nettement augmenté, puisqu'on est quand même maintenant sur pratiquement des pourcentages à 2 chiffres sur ces populations-là. Donc ça nous aide aussi en matière de com à avoir des outils un petit peu qui nous aident à jauger un petit peu des efforts qu'on fournit sur les populations, sur l'origine. On constate également qu'on commence à avoir de plus en plus d'anglais, de néerlandais qui se déplacent sur le festival. C'est encore des chiffres assez marginaux, mais c'est une nouveauté par rapport à 2010. Et on a toujours cette tranche nord-est, ce croissant nord-est qui est très présent sur le festival. Et on a après toute une multitude de petits départements qui sont représentés. Donc oui, ça nous aide très fortement, nous, là-dessus. C'est très important. Et l'étude, est-ce que ça vous a apporté aussi une certaine visibilité ou légitimité vis-à-vis de certains partenaires publics, notamment en termes de subventions ? Puisqu'on peut penser que si on arrive à mesurer l'impact socio-éco direct ou indirect d'un événement culturel, ça peut ensuite permettre d'obtenir plus facilement certains financements. Ouais, c'est certain que nous, ça nous a aidé à légitimer encore plus l'événement auprès de nos partenaires locaux, régionaux. Là où ça nous a vraiment aidé, ça n'a pas permis très franchement une augmentation conséquente des subventions. Par contre, ça nous a donné une porte d'entrée sur des sources de financement autres que ceux liés à la culture. On a pu, grâce à cette étude, travailler avec le Conseil régional de Champagne-Ardenne sur la mise en place et le financement avec le secteur économique du Conseil régional sur le financement d'un poste lié au développement durable. Donc ça nous a quand même permis d'avoir une nouvelle entrée et une nouvelle légitimité. Ça assoit bien entendu vraiment le festival auprès des partenaires privés. On a à peu près 200 partenaires privés qui sont liés à l'événement sous forme de mécénat, de sponsoring. Donc c'est sûr que ça valorise d'autant plus l'impact du festival et l'aide qu'il nous apporte. Pour eux, c'est extrêmement important. Après, faut quand même mesurer l'impact à ce niveau-là de ce genre d'études. Je pense que ça a permis quand même à la CCI du coup d'avoir une certaine résonance, d'être maintenant peut-être un petit peu plus sollicité par d'autres événements, d'autres collectivités. On est sollicité sur l'ensemble de l'année de la même façon que l'association. J'allais dire c'est presque indifférent puisque l'un et l'autre on communique sur les résultats de l'étude. On est sollicité
de nombreuses fois par des collectivités, des intercommunalités, aussi mes collègues de chambre de commerce qui m'appellent pour me dire tu as fait ça, est-ce que nous on a tel festival chez nous, ils nous sollicitent, comment je fais, qu'est-ce que je mets dans le cahier des charges, est-ce que tu peux me donner le questionnaire? Alors là il y a un petit peu de propriété intellectuelle normalement sur les questionnaires. Maintenant on aide, on n'est pas fermé. On est là aussi pour... c'est quand même se donner une certaine légitimité, en tout cas en tant que CCI et en tant que collaborateur des études dans une CCI. Et ça nous ouvre aussi à certains horizons, puisque on est quand même très lié au monde économique. Moi, je fais beaucoup d'études de marché, beaucoup d'études de faisabilité, beaucoup d'études liées au développement économique. Et là, pour le coup, on est sur une étude qui est sur un domaine culturel, ce qui n'est pas forcément le précaré des CCI, ça je vous le dis. Après, il y a une volonté politique derrière, vraiment de s'associer à ce type d'événement pour justement pouvoir en faire parler, montrer l'attractivité aussi d'un département et montrer les retombées que ça peut générer sur des acteurs économiques locaux, que sont les hébergeurs, que sont les restaurateurs, qui sont très très contents d'avoir le festival. Et que sont aussi les autres activités. Et là, j'ouvre juste une parenthèse sur les retombées économiques. On a montré, par exemple, qu'entre 2010 et 2013, il y avait beaucoup plus d'achats dans les grandes surfaces alimentaires. Donc, il y a un mode de consommation qui est en train de changer. C'est plus le festivalier qui va chercher son sandwich. Non, il va dans la grande surface alimentaire, il achète son pain, son jambon, son beurre et il fait son sandwich ou il fait sa cuisine dans le camping. Où voilà, il est en train quand même de changer sa façon de consommer. Et donc vous le savez, hein, le mode de consommation des consommateurs a fortement évolué. Et rien que sur une étude comme ça, en l'espace de 3 ans, on voit qu'il y a vraiment un changement dans les modes de restauration. Donc pour rebondir sur ce que disait Dorothée, du coup, ça nous a amené par exemple à créer sur le camping du festival une épicerie, en fait, du coup. Avec ces données-là, ça nous a permis d'adapter un petit peu de nouveaux services aux festivaliers pour s'adapter à ces changements de comportement qui sont dus, je pense, à plein de facteurs, probablement certaines baisses du pouvoir d'achat, j'en sais rien. Enfin voilà, ça là-dessus on ne l'a pas sondé, donc on ne pourrait pas trop s'avancer. Mais en tout cas, nous, ça nous aide du coup à augmenter l'offre de services à l'intention des festivaliers. Et il y a d'autres exemples de CCI qui auraient conduit des études comme ça, similaires, où vous disiez tout à l'heure, il y a des CCI qui vous contactent Alors, dans les collègues, j'ai en Haute-Marne le festival du serpent à plume, c'est ça ? Du chien à plume, voilà, le festival du chien à plume. Donc, ils ont été sollicités par le festival, en se cadrant, bien sûr, sur notre exemple et la sollicitation de FLAP. Donc, ils ont sollicité mes collègues de Haute-Marne pour réaliser cette étude. Et par ailleurs, assez récemment, le Conseil général du Nord aussi est venu vers nous en nous demandant quelle était justement la méthode, puisqu'ils avaient le Festival des Arts de rue d'Armentières. Donc voilà, ils étaient sollicités par le Festival d'Armentières pour réaliser aussi une étude de retombées. Donc j'allais dire, c'est perpétuel. On a très très régulièrement des sollicitations et des demandes sur le sujet. Après, il y a beaucoup d'expériences aussi qui sont menées, qui ne sont pas forcément portées par des chambres de commerce, parce que je vous le redis, au départ, ce n'est pas forcément notre mission première, qui est quand même de favoriser le développement économique et l'appui aux entreprises, hein, quel qu'il soit d'ailleurs. Alors, le public, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Attendez, on va vous donner un micro. Antoine, je travaille pour l'association ADRA. C'est une question très triviale. Vous avez parlé d'une convention, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye à un moment. Donc, voilà, c'est un accord, c'est basique, hein, mais c'est important pour moi. Vous avez raison. Voilà, c'est parce que pour un partenariat, voilà, il peut être voilà, financier.
Comment ça se passe s'il n'y a pas du tout d'histoire d'argent? Je te laisse répondre. Si, il y a évidemment des engagements financiers, il y a des gens qui travaillent. Non. On est, autant la première année, on était vraiment sur un échange assez gracieux autour de cette étude-là, autant sur celle de 2013, on a quand même, nous, voulu quand même aussi un peu augmenter quand même l'étude, l'agrémenter de nouveaux questionnaires, de nouveaux champs. On s'est vite retrouvé avec la CCI évidemment sur un échange monétaire, donc on le cache pas, hein, C'est pas illogique. ça nous a coûté 3 000 €. Donc je pense que c'est quand même relativement, c'est assez raisonnable. On est bien en dessous de ce que prendrait un cabinet, hein, quand même. Mais là-dedans, il y a aussi un partenariat qu'on souhaite afficher et tout le monde s'y retrouve au final. Voilà, on n'est pas là pour faire du chiffre. Il faut juste... je dirais que ce financement-là légitime aussi le travail et le sérieux et la fiabilité des résultats. Parce que vous savez que on dit souvent ce qui ne coûte rien n'a pas de valeur, mais ça nous permet quand même de dire, bon, il y a eu un financement, il y a un sérieux derrière, il y a une fiabilité, même s'il y a 3 ans, il y avait quand même. On a plus affiché il y a 3 ans ce partenariat-là et notamment la convention qui nous a liés. Une autre question? Oui, Vincent, Festival Chaland dans la rue. Moi, la grande question que je me pose, c'est autour de la méthodologie, parce que c'est souvent justement ce qu'il y a de plus critiquable dans ce genre d'études. Vous avez procédé comment? Par enquête exclusivement, ou vous avez aussi compilé avec des données, je dirais, méta-économiques sur le territoire? Alors, vous êtes contenté d'un échantillon? Oui. On a les deux aspects. On a étudié l'offre et la demande. Donc, la demande, ce sont les festivaliers. Donc, c'est 400 questionnaires en 2013, 900 questionnaires en 2010, avec des recoupements pour voir si on était bien dans le même ordre de grandeur. Hein, pour le fait qu'on ait un peu moins de données, il fallait quand même qu'on soit certain de nos résultats. Donc, ça a été le cas. Et l'étude de l'offre, c'est une enquête terrain. Donc, le festivalier est enquêté, bien sûr, sur le terrain pendant le festival. L'étude de l'offre, c'est donc nos élèves de l'école de commerce qui se rendent dans les commerces à proximité du festival ou le long du cheminement, enfin, où cheminent les festivaliers, c'est-à-dire entre la gare et le festival, entre le cœur de ville, principalement la place du Cal et le festival, et aux alentours du festival. Donc restaurateurs, hôteliers sont enquêtés, commerce alimentaire, notamment supérette, et toute activité, j'allais dire, de service. La pharmacie est enquêtée parce que le pharmacien a pu vendre des sparadraps, de l'aspirine. Voilà. Donc chaque activité est enquêtée dans un périmètre défini. Et pour ça, on travaille bien de concert. C'est-à-dire, Jean, lui, c'est très bien. Attends, non, le festivalier ne va pas là. Hein, non, cette rue-là, laisse tomber. Il faut plutôt regarder sur ces... Donc, on a les deux. On a l'offre et la demande. Et le commerçant, c'est très bien si son chiffre d'affaires a augmenté. S'il a stagné, s'il a vu une clientèle différente. Alors, on lui pose la question. On lui dit, est-ce que vous avez vu une clientèle différente de votre clientèle d'habitués ? Parce qu'on reste quand même dans une ville qui fait 60 000 habitants avec l'agglomération. Donc on a quand même toujours un peu le même type de fréquentation, notamment sur un quartier, hein, puisque là on est quasiment sur un quartier de Charleville. Ouais, on avait tenté aussi de questionner des commerces plus éloignés du festival, d'aller vraiment vers le centre-ville. Le festival est à 10 minutes, un quart d'heure à pied du centre-ville, on va dire. Donc on avait essayé aussi de questionner un petit peu tous les brasseurs, cafetiers qui se retrouvent vraiment dans le centre-ville historique de Charleville-Mézières. Alors là, on est quand même sur des données qui sont un petit peu plus subjectives quand même. Voilà. Ouais. Plus on s'éloigne quand même du site, et moins les données sont, je dirais pas fiables, mais en tout cas le commerçant dit de quoi vous me parlez, je ne suis pas concerné. Donc à partir de là, c'est des questionnaires qu'on retire. Hein. Parce que on est en train justement de décrédibiliser l'étude. Et en revanche, sur le périmètre, on communique bien sur le périmètre d'enquête en disant seuls ces commerçants-là sont enquêtés. Hein, voilà. Ceci étant, ça nous interroge quand même sur comment travailler, pour améliorer cet impact économique du festival sur Charleville-Mézières et faire en sorte qu'un festivalier qui passe 3-4 jours sur le site puisse aussi aller découvrir la ville. C'est une ville avec un patrimoine, c'est la ville d'Arthur Rimbaud, avec un magnifique musée, avec une magnifique place du Cal. J'invite tous et toutes à venir la visiter. Donc on essaye aussi de travailler
travailler, c'est pour nous un axe là pour les prochaines années, de travailler aussi plus en lien avec le tourisme, avec tous les offices de tourisme pour faire en sorte que voilà que quelqu'un qui vienne à Charleville-Mézières pendant le Cabaret Vert découvre aussi un petit peu tout ce patrimoine Carolo-Masseria. D'autres questions? Merci, Samuel Chapelle, donc du Festival La Semo en Belgique. Bonjour. J'ai une petite question au niveau des retombées. Enfin, je vois ici que s'affiche à l'écran quelques chiffres de retombées, notamment les retombées indirectes. Je suppose qu'au niveau d'abord des retombées directes, les 2,7 millions dont vous parlez, c'est l'équivalent de votre budget qui est dépensé. Et au niveau des retombées indirectes, est-ce que vous avez une idée de la répartition dans quel type de répartition? Et la question juste derrière était de savoir, est-ce que vous parlez ici du tourisme, mais est-ce que vous encouragez aussi de certaines manières et quelles sont les mesures qui sont prises pour valoriser les achats dans les commerces ou pour pousser les festivaliers à consommer dans les commerces locaux? Alors, sur les... je n'ai pas les chiffres complètement en tête, sur les retombées économiques indirectes. À peu près. Alors... Grosso modo, on a fait, ça c'est vraiment des études internes, c'est de l'épluchage tout simplement de nos factures, nos fournisseurs. 42% des retombées économiques indirectes concernent, on va dire, les achats, donc tout ce qui est vraiment les achats de prestations, bien entendu, mais également toutes les fournitures diverses, alimentation, toutes les marchandises qui sont revendues au public, voilà. Donc ça c'est vraiment la grande partie, donc c'est un peu plus d'1,160 000 €. On retrouve ensuite à hauteur de 28% tout ce qui concerne les prestations et services extérieurs. Donc c'est le gardiennage, c'est la sécurité, c'est les traiteurs. Et puis après, un petit peu à part égale, on retrouve les locations, donc tout ce qui est location de matériel, de véhicules, les frais de personnel quand même. C'est important parce que c'est un festival qui crée de l'emploi. Donc à hauteur à peu près de 300 000 €. Il y a 5 salariés permanents qui travaillent sur le festival à l'année. Quand le festival s'est créé, il y avait 1 salarié, et on est passé à 5 depuis l'année dernière. Plus après, des saisonniers, des CDD qui sont engagés pendant la période du festival. Donc ça, c'est voilà un petit peu la répartition sur le budget. Alors après, ta question sur... C'est aussi sur les retombées, surtout indirectes. Ouais. Sur les retombées indirectes... Je reprends la suite, pardon, excuse-moi. En fait, les retombées indirectes, c'est la partie qui revient directement aux entreprises ardennaises. C'est vraiment ça. Voilà. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, si vous prenez une entreprise de sécurité, c'est un exemple, parce que je crois qu'en plus, elle est pas ardennaise, mais si vous prenez une entreprise de sécurité ardennaise, c'est de l'argent qui revient directement sur le territoire. Dans l'entreprise ardennaise. Donc là, on a, c'est l'équipe de Jean, ils ont isolé uniquement ce qui revenait au département. Voilà. C'est ça. On est purement sur le département, là, vraiment là-dessus. D'accord. Avec des prestataires qui sont divers et variés. Par exemple, on a des bières locales. Et les bières locales sont directement vous faites vendues, des bières en France voilà. Il n'y en a pas chez vous. On a un brasseur ardennais, tout à fait, notre ami belge. C'était une blague, bien sûr. J'ai mal compris alors l'histoire des retombées indirectes. Je voulais savoir alors si vous avez estimé ce que les festivaliers dépensaient dans les commerces dans le cadre du festival en termes de volume financier et dans quel type de commerce. 2,7 alors, tu parles de ça alors. 2,7 millions. Si on veut détailler... Oh là là... Je précise juste, l'étude, elle est sur Internet. Pour les personnes, vous tapez CCI. Sur le site de la CCI, dans études économiques, CCI des Ardennes. Vous aurez tout le détail. Juste pour vous donner un aperçu, un ordre de grande... c'était avant. Non, chercher la part... la part en restauration, par exemple, elle est de 55%. Donc c'est vrai que la restauration, évidemment, elle est majeure parce qu'un Ardennais se restaure pas seulement chez lui, mais il va aussi se restaurer sur le festival ou aux alentours du festival. L'hébergement, vous avez un peu d'hébergement quand même dans les hôtels, même si le camping du festival affiche plus que complet et donne des frayeurs au préfet. Et sur 13 000 campeurs, c'est la 3e ville des Ardennes. Voilà. Bon, je retrouve pas la page, mais non, mais toute l'étude en tout cas est sur le site de la CCI. Bon, sachez que c'est surtout la restauration qui draine bien sûr le plus gros des achats.
Aujourd'hui, je dirais quasiment le deuxième poste de dépense, c'est ce que je disais tout à l'heure, le changement des habitudes de consommation du consommateur, c'est les grandes surfaces alimentaires. Donc chez nous, c'est Carrefour, c'est la petite supérette qui est tout près, le Carrefour Market. On a aussi un Shopee en centre-ville qui fonctionne très très bien au moment du cabaret vert. Donc c'est ce changement-là. Donc le deuxième poste de dépense, c'est ça, aujourd'hui. Voilà. On a le temps de prendre une dernière question. 2 dernières questions. Bonjour, Bernard Hamad. J'interviens pour l'unité culture de CPR Formation à Toulouse. J'interviens marketing. La question, elle est en quoi les résultats de l'étude auraient pu ou vous ont fait changer la programmation, pourraient vous faire modifier la programmation. Vous avez parlé de CSP tout à l'heure. Ça a eu très peu d'impact sur le projet artistique, ça c'est clair, que sur la programmation. Ça nous a même plutôt conforté. On s'est dit, continuons ainsi. Voilà, ça c'est clair. Ce qui est intéressant sur le cabaret, je ne l'ai pas développé tout à l'heure, mais c'est un festival, il y a évidemment il y a 3 scènes musicales, une 50aine d'artistes musicaux qui sont présents, mais on a aussi de l'art de rue, du cinéma qui est présent, un espace de court-métrage, des auteurs de bande dessinée. On a voulu, par exemple, cette année dans l'étude, connaître un petit peu les motivations des festivaliers. Donc évidemment, en premier lieu vient la programmation musicale, mais on s'est rendu compte qu'après, à part égale, je crois que c'est à hauteur de 30% à peu près dans les choix, arrivait la programmation art de rue, la programmation cinéma, la programmation BD. Donc ça nous a permis un petit peu de nous rendre compte que en fait, le festivalier moyen, enfin lambda, avait quand même bien compris le projet du festival, sa dimension pluridisciplinaire, et qu'au final, la programmation art de rue ou cinéma avait autant de légitimité pour lui, pratiquement, que la programmation musicale. Donc, mais après, ça ne change pas fondamentalement les choix. On a le temps de prendre une dernière question. Oui, je suis là. Sébastien Alexandre de Nasdaq. Je voulais savoir si l'étude qui vous permet de savoir que donc à Carrefour, que Leclerc ou les supérettes sont fortement utilisés. Vous, avec la politique du festival, par exemple de circuits courts, de promotion des produits locaux, Carrefour, c'est pas forcément ce que vous préférez comme endroit. Est-ce que ça vous fait réfléchir sur des possibilités de promouvoir dans le festival directement des produits locaux, de créer, tu parlais de supérettes tout à l'heure, mais est-ce que ça vous fait aller plus loin dans votre démarche? Et est-ce que vous, en complément, parce que le but n'est pas de remplacer, mais est-ce que ça vous fait créer des nouvelles alternatives ou des choses pour être encore plus loin dans les démarches développées? Je pense surtout au circuit court, mais il y a d'autres choses. Alors ça, c'est une démarche qu'on a déjà sur tous nos stands de restauration et sur toutes nos buvettes sur le festival. C'est-à-dire par exemple, l'année prochaine, l'idée, c'est de créer une grande coopérative d'achat pour fournir l'ensemble de nos stands. On a des concessions, mais aussi des stands qu'on tient directement. Donc on travaille sur les stands de restauration à la fois avec des petites structures locales. On a par exemple le Loons Club qui vient tenir 2 stands de restauration et qui reprend pratiquement l'intégralité des recettes. On a aussi des entreprises privées qui viennent tenir des stands de restauration. Donc on travaille avec eux vraiment sur des coopératives d'achat de produits, en tout cas en circuit court, ça c'est évident. Maintenant, le fait que Carrefour, Decathlon puissent dégager de l'activité grâce au festival, nous, c'est ce qu'on recherche. Quelque part aussi, c'est des retombées un petit peu. Il n'y a plus d'études, il n'y a plus de retombées économiques pour le territoire. Ça crée de l'emploi. Nous, on n'est pas dans une concurrence. Ce qu'on se rend compte, c'est que à la fois le festivalier, effectivement, a besoin d'acheter. En 2010, on a pris 3 jours de pluie. Il n'y avait plus de bottes à Decathlon. Bon, voilà, tant mieux pour eux. Bon, nous, on a pris le bouillon, mais eux, en tout cas, ont vendu des bottes. Et ça, quelque part, on peut se dire que ça a peut-être sauvegardé un petit peu d'emploi. Mais nous, en même temps, ça ne nous empêche pas que sur l'offre, sur le site, sur l'offre vraiment de restauration et de boissons, on soit par contre vraiment là sur une démarche vraiment en développement durable, très pointue, avec une charte qu'on signe avec les restaurateurs. Sur les boissons, il n'y a pas de Coca-Cola sur le cabaret vert, il n'y a pas de Kronenbourg, il n'y a pas d'Heineken. Il y a 20 sortes de bières au festival. Et c'est que des bières artisanales. On sert encore de la bière bouteille. C'est fortiche. On est sauvés alors. Voilà. On est sauvés. Je vous remercie en tout cas pour votre intervention. Et puis donc si vous avez, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la CCI où vous trouverez les résultats complets de l'étude. Et puis de toute façon, pardon. Ah oui, alors le sujet d'après qui porte sur le compost. Voilà. Merci. Beau sujet. Merci.